Manuel Dunouvion, je suis salarié du groupe Latécoère et j'ai été mis à disposition du pôle Aérospace Valley au sein du département développement en innovation dans les PME ETI et plus spécifiquement sur les domaines matériaux et procédés. Donc je fais partie des animateurs de l'écosystème SMP, structure matériaux et procédés, qui est l'ancienne DAS AMP pour ceux qui l'ont connu. Alors, le café techno, bah, vous en connaissez maintenant le principe, hein, c'est se retrouver régulièrement entre membres du pôle et vous proposer pendant une petite heure de webinaire des sujets techniques pour enrichir un peu votre expertise d'innovation et puis peut-être, pourquoi pas, trouver des synergies avec vos produits. Et ça, on le fait sur les 5 écosystèmes du pôle. Donc sachez que le Café Techno, il est enregistré, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley, hein, il sera sous 48 heures, vous pouvez le retrouver là comme tous les anciens. Et les supports de présentation également, ils seront disponibles donc sur notre plateforme collaborative Connect, donc dans la communauté E2SMP. Et il faut que vous soyez inscrit et à Connect et à la communauté E2SMP pour y avoir accès. Vous me contactez si vous avez un souci de connexion. Je tiens à remercier Jennifer, qu'on ne voit pas, mais qui est bien là, qui nous assiste sur le bon déroulement de ce café techno. Donc alors aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à l'assemblage par collage. Donc l'assemblage par collage, c'est une technologie en perpétuelle évolution hein, qui accompagne le progrès humain depuis la nuit des temps. Donc on levait des verrous là où les autres technologies s'arrêtent, hein, sa polyvalence, le cumul de fonctions en font un formidable outil d'innovation qui permet d'apporter des solutions qui lui sont propres. Hein. Donc dans ce café techno, deux sociétés vont vous présenter les incroyables avantages de cette technologie, comment concevoir, calculer un collage, le choix des adhésifs, puis des études de cas, bien sûr, en fonction des caractéristiques recherchées. Donc on commencera avec Richard Boudinot, qui est le président de Clix Industries, situé à Montrabé, je sais plus, près de Toulouse. Les deux. Et qui nous présentera tous les atouts de ce procédé. Et ensuite, Gladys Chartier, qui est directrice de Technapol, qui est un centre régional d'innovation et de transfert technologique qui est basé à Tarbes, spécialiste de l'ingénierie du collage et qui abordera de son côté un peu plus la détermination des caractérisations clés du collage. Donc, chacun d'entre eux vont vous aider à mieux vous projeter hein, par rapport à vos éventuels besoins. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Dans la marge, vous avez le petit point d'interrogation qui vous permet d'écrire vos questions. Elles se feront par écrit. Je les retranscrirai à la fin des deux présentations oralement à Richard et Gladys. Donc vos micros sont bien entendu fermés et voilà, et vous retrouverez le replay et tout ça à la fin. Donc j'ai suffisamment parlé. Je vous souhaite une bonne conférence, un bon café et Richard, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me mets en mode présentation. Est-ce qu'on est bon là? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon Richard, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, non, moi j'ai pas la présentation. Oui, c'est revenu en mode édition là. Voilà, c'est bon là. Excusez-moi. Donc oui, avec Gladys, on s'est partagé un peu les rôles là pour ce matin. Donc je vais vous présenter en première partie tout ce qui une vue d'ensemble, en fait, quelque chose d'assez simple, une vue d'ensemble déjà pour bien comprendre, bien appréhender le collage. Et Gladys, en deuxième partie, ira plus dans la caractérisation et dans les techniques et les différentes colles et les différentes caractéristiques à regarder dans le collage. Donc, quelques petits mots sur qui nous sommes. Ensuite, je vais vous parler des atouts du collage, tout ce qu'on peut faire avec le collage. Et j'ai encore touché, c'est bon.
Et ensuite, quelques mots sur la conception d'un collage. Quels sont les paramètres auxquels il faut faire attention? Pourquoi on parle d'un collage en tant que procédé spécial? Et on verra quelques exemples de calcul, enfin un exemple de calcul pour voir un peu comment ça se passe. Et ensuite, je passerai donc la main à Gladys. Donc rapidement, on est une PME, on a été fondé en 2003, on est en région toulousaine, 15 employés. Notre métier, c'est de faire l'étude et la réalisation d'assemblage par collage, donc réalisation avant production, alors, du prototype à la grande série. Et pour ça, ben, on est plutôt bien équipé. Des cellules robotisées, des salles blanches, des ateliers qui sont à 20 degrés été comme hiver, donc climatisés. Tout ça pour que le collage se passe dans les meilleures conditions. Alors les atouts, je vais en présenter quelques-uns, les plus essentiels, on peut en trouver d'autres, je ne dis pas que c'est une liste exhaustive, mais voilà, on va les passer un par un en revue et donner quelques exemples. Donc déjà la fonction principale d'un collage, ce qu'on attend, c'est quand même une certaine tenue mécanique. Pour ça, le collage est vraiment intéressant. On n'a pas de concentration de contrainte, ça c'est vraiment important. On n'est pas, contrairement à de la soudure, on est plutôt sur une concentration linéique ou du vissage, du rivetage sur des concentrations ponctuelles. Là, on est vraiment bien réparti. On chauffe pas les matériaux, on fait pas de perçage, donc là aussi, on dénature pas et on fragilise pas les matériaux. On peut assembler des matériaux différents, ce que ne permet pas toute méthode d'assemblage. Et on a une bonne résistance à la fatigue. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment pour la fonction principale. Mais on peut rajouter d'autres fonctions. Une des plus répandues, c'est l'étanchéité. Alors on peut déposer des joints pour faire l'étanchéité, alors soit en collant finalement les deux pièces ensemble, soit en laissant le joint polymériser et en ayant un joint finalement que d'un côté d'une coque par exemple, qui permet de faire un système démontable mais étanche. Et puis on peut aussi faire de l'enrobage, donc de l'enrobage de cartes électroniques ou du potting. Alors pourquoi c'est du collage? Parce que on est sur des contraintes qui sont similaires à celles du collage. Donc on a besoin d'avoir de l'adhésion. On a besoin de traiter des problématiques comme les différences de coefficient de dilatation, comme comme les, la souplesse des matériaux, choses comme ça. Donc, finalement, on reste sur notre cœur de métier et chez Clix, en tout cas, on englobe ça, on englobe ça dans le collage, même si c'est des applications des fois un peu particulières. On peut faire avec du collage de la conductivité ou de l'isolation, et alors qu'elle soit électrique ou thermique. Donc, je vais donner deux exemples sur la conductivité électrique, par exemple, ou de la conductivité thermique pour le cas de radiateur de cartes électroniques. Là, en fait, voilà, ça dépend ce qu'on va mettre dans les cols, les charges. On parle de cols chargés souvent, qui vont rajouter de la fonction là au collage. Ces colles, elles sont souples, dures, on va pouvoir jouer avec ça et puis jouer aussi dans des systèmes sur les performances acoustiques ou vibratoires. C'est-à-dire qu'on va par exemple, on a tous entendu des tôles gibrées, par exemple des caissons faits en tôle qui sont juste riftés. S'il y a quelque chose qui vibre dedans, rien que les tôles riftées entre elles vont vibrer et faire des bruits parasites. Il suffit de décoller et là on a plus ce type de problème. On peut aussi faire varier les fréquences propres en raidissant plus ou moins ou en assouplissant les systèmes par leur assemblage. Et donc là, on va aussi pouvoir jouer sur la fréquence propre de ces systèmes. On peut faire la réduction de masse. Alors, bien sûr, en enlevant des éléments qui, une fois qu'on décide de coller, vont paraître superflus, comme les vis et les rivets.
mais aussi en panachant les différents matériaux et en mettant les bons matériaux là où il faut. On peut imaginer par exemple un système où j'ai une partie d'une pièce qui va devoir résister à de l'abrasion, donc je vais devoir utiliser un acier très dur. Si je fais toute cette pièce en acier très dur, elle va être assez lourde. Mais si je colle juste un clinquant là où il y a besoin de résister à l'abrasion et tout le reste de la pièce étant en composite par exemple, eh ben, je vais pouvoir comme ça avoir une pièce ou un sous-ensemble beaucoup plus léger. Alors une que j'aime bien aussi, c'est comme fonction, c'est le rattrapage de tolérance ou le rattrapage de jeu. Euh, en bon mécanicien, quand on fait un assemblage, on fait une chaîne de cotes et on va empiler toutes les tolérances de tous ces sous-ensembles, de toutes ces pièces, et l'assemblage final sera aussi la somme de tous ces intervalles de tolérance. Donc, il suffit, en fait, dans cet assemblage, de concevoir avec un joint de colle au milieu et, en fait, de contraindre avec un outillage, par exemple, la cote que l'on veut être très précise. Et on va pouvoir, avec le joint de colle, en fait, gommer tous les écarts qu'on a qui viennent des autres pièces et d'avoir un assemblage très précis malgré le fait que la précision des pièces, elle est beaucoup moins. Le pivot, par exemple, c'est un pivot à lame orthogonale, donc l'exemple que je donne sur la droite, on a des pièces qui sont au centième, mais un assemblage qui, lui, est fait au micron. Donc, c'est ce qui permet donc à la fois d'avoir des choses très précises et on ne pourrait pas avoir des pièces sûrement au dixième de micron pour faire un assemblage mécanique, purement mécanique, sans collage. Mais c'est aussi une question, d'un point de vue économique, une question intéressante, c'est qu'on va pouvoir avoir des pièces un peu plus grossières, on va dire, et rattraper en fait les jeux par un joint de colle. L'autre avantage de cette fonction de rattrapage de tolérance, c'est qu'on peut aussi euh, assez simplement arriver à faire des assemblages, alors par exemple flush, donc c'est se faire affleurer en fait deux surfaces sans gros moyens, sans aller chercher des cales d'épaisseur et faire des essais et redémonter, faire des essais à blanc, redémonter, remonter. Enfin, donc on arrive à avoir quelque chose d'assez simple et de bien fini. Et ça, c'est souvent demandé par nos clients. Et enfin, eh ben, on peut avoir une combinaison de tout ça. C'est-à-dire que pourquoi se limiter à une seule de ces fonctions on peut aussi finalement combiner ces fonctions. Donc là, j'ai pris un exemple qu'on a en production, donc là, on voit juste un détail du produit. C'est un feu de train. Donc on colle le verre sur un caisson en composite. Donc c'est le verre des phares en fait du train. Et donc la fonction du collage dans ce cas-là, ça sera déjà de tenir le verre sur le caisson et ça sur 30 ans malgré toutes les vibrations. Donc il y a du vieillissement, il y a tout ça. Donc on est vraiment dans le collage structural important. Le verre est assez lourd aussi. De faire l'étanchéité, parce qu'à l'intérieur du caisson, tout le système d'éclairage avec des cartes électroniques et tout, donc il ne s'agit pas que l'eau puisse rentrer. Du rattrapage de jeu, parce que là, on veut avoir la surface du verre flush avec le montant du caisson. Et comme ça a été dessiné avec un gap entre le verre et le caisson, ce gap doit être fermé par un joint de finition qui est fait dans la même colle que tout le reste. Donc voilà un exemple où on parle d'un collage, mais finalement on a plusieurs fonctions. Si on parle maintenant un peu de conception et des paramètres auxquels il faut faire attention. Alors, ces paramètres, là, je cite les plus essentiels. Gladys, dans sa présentation, ira plus en détail et un peu plus loin dans la présentation technique. Là, c'est juste pour qu'on comprenne un peu tout ce à quoi il faut penser quand on veut faire de la conception collage. Bien sûr, déjà les efforts à transmettre. La surface de collage disponible, ça va faire partie aussi d'un paramètre important pour nous pour pouvoir choisir des adhésifs. La nature des matériaux, là aussi très important. Et puis le revêtement de surface, parce que souvent c'est pas forcément le matériau lui-même qui va nous intéresser, mais son revêtement de surface.
parce que c'est lui qui va être vraiment en contact avec l'interface à coller. Les différences de coefficient de dilatation entre ces différents matériaux, et ces différentes pièces à coller. Alors, ça peut être aussi des différences d'épaisseur, même si on a le même matériau, quand on a des épaisseurs différentes, on va avoir des comportements thermiques différents. Ensuite, les environnements dans lesquels le produit va évoluer. Est-ce qu'on est dans des milieux acides, humides, salins, enfin, voilà. C'est le genre de choses aussi à identifier très rapidement. La durée de vie attendue sur le produit, et puis d'autres facteurs, peut-être comme la recyclabilité, la conductivité, la radiotransparence. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent être aussi demandées en plus. Tout ce qui est feu fumé, voilà, des conditions un peu particulières. Et ensuite, parce que finalement, on est en conception, mais il faut déjà penser à la partie production. Là, dans le collage, la colle, c'est à la fois une pièce, mais aussi le collage, c'est un mode de fabrication. Donc, il faut toujours avoir les deux en tête. Il va falloir comprendre quel va être le volume de production, l'environnement de production, puisque s'il faut faire des choix techniques de procédés, tout ça, est-ce qu'on est sur un chantier en plein air ou est-ce qu'on est dans une salle blanche avec une hygrométrie maîtrisée? Tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître au départ, dès le départ. Et puis aussi, qui va coller. C'est-à-dire qu'il y a une certaine culture collage, il y a certaines formations à avoir. Et donc ça, il faut en tenir compte aussi quand on pense au process. Le collage, on a l'habitude de dire que c'est un procédé spécial. Donc, ce procédé spécial, c'est un terme de qualiticien. Donc là, je vous ai mis une définition de Wikipédia. En gros, c'est une fois que vous avez collé la pièce, deux pièces, on ne sait pas si elle va tenir 3 heures, 3 mois, 30 ans. Ça, on ne sait pas si on ne sait pas comment elle a été collée. Donc, si on n'a pas la maîtrise du process, et un process qui a été validé, pour lequel on aura fait plein de tests et qu'on aura montré que l'association d'un adhésif et du process choisi donne des résultats satisfaisants en test, tant qu'on n'aura pas la maîtrise de ce process, on ne pourra pas garantir que le collage est bon. Donc, c'est un procédé spécial parce que dans nos procédés, on a toute la traçabilité des actions qui sont menées. Ça va de la préparation de surface, donc ça peut être du nettoyage, ça peut être du corona ou du plasma. Voilà, tout ça, ça va être regardé, tracé, et ça va nous permettre de garantir ensuite que le collage tient. Et comment définir ce process? Puisque c'est à chaque affaire, on n'a pas un process click, c'est qu'on détermine à tout le monde, qu'on applique à tout le monde. En fait, chaque nouvelle affaire de collage, chaque collage doit avoir son procédé propre, et donc il va falloir faire une analyse de risque à chaque fois, à chaque industrialisation. Et dans cette analyse de risque, finalement, on reprend les paramètres influents qu'on a vus précédemment et que Gladys va exposer aussi ultérieurement plus en détail. Et puis on va regarder qu'est-ce qui pourrait faire que ces paramètres ne fonctionnent pas, ne soient pas là ou ne donnent pas satisfaction. Et on va contrer tout ce qui pourrait advenir et faire que le collage ne fonctionne pas. Donc on est vraiment dans l'AMDEC process. Et c'est ça vraiment le cœur de notre métier en conception. Alors, un petit exercice. En haut à droite, vous voyez un petit montage. En fait, il faut imaginer un tube, un joint de colle que j'ai mis en orange, et puis une barre à l'intérieur. Donc, on va solliciter ce tube et ce joint de colle en traction dans l'axe du cylindre. Et on s'est donné un diamètre de 50 au niveau de l'interface collée, avec un tube d'une épaisseur en millimètres en aluminium et une colle avec un joint de colle de 0,2 d'épaisseur. Donc on s'est donné
Des contraintes à la rupture, c'est classique pour l'alu de 250 Nm², et puis pour la colle, une colle d'assez basse résistance finalement, avec 5 Nm². Au milieu, on a la longueur de recouvrement qui va être donc la longueur sur laquelle on va faire le collage. Et c'est ça qu'on va faire varier pour voir un peu l'influence de cette longueur. On va tirer 20 000 newtons, et donc on a un premier calcul qui montre que pour un recouvrement de 5 mm, on est déjà limite au niveau de l'alu, mais bon, on va dire que ça marche. Et puis on est déjà 5 fois plus important que la limite à la rupture pour la colle. Donc là, clairement, notre calcul montre que le joint de colle ne va pas tenir et qu'on a un recouvrement qui n'est pas assez fort. Donc on augmente ce recouvrement, on le fait passer à 75 mm. Et là, donc toutes les autres conditions sont égales. Et là, on va avoir un joint de colle finalement qui va bien résister. On est largement en dessous sa résistance à la rupture. L'alu, donc lui, on est dans la contrainte de traction pure, donc la notion de recouvrement pour lui ne rentre pas en jeu, donc lui il est toujours à 257. Donc finalement là on a l'alu qui est à la limite de sa rupture, et le joint de colle qui résiste bien. Donc là on risque de détruire le tube, mais c'est pas le joint de colle qui va céder. Et donc on peut réduire ce recouvrement. Et donc, voilà, en regardant, si on se met à 25 par exemple, et là à 25, ben, on s'aperçoit qu'on est à peu près à la rupture au niveau des deux. Donc, voilà, si on veut diminuer pour des questions d'encombrement par exemple, si on veut diminuer cette longueur de recouvrement, ben 25 mm, ce sera une valeur suffisante pour cette conception. Donc, voilà un peu pour donner quelques idées sur comment faire. Montrer aussi que ben c'est pas parce qu'on parle de la colle que c'est la colle qui cède en premier. On a souvent des collages où on fait de la traction et du cisaillement, et puis on voit que finalement c'est le composite qui se délamine, et c'est pas le joint de colle qui cède. Donc voilà, c'est pour montrer qu'on a vraiment là la possibilité d'avoir du collage structural. Se méfier quand même de ce calcul. Alors c'est vraiment une approche simplifiée. On a fait taux égal F sur S. C'est ça en fait l'équation qu'il y a derrière le tableau avec les chiffres que je vous ai présentés. Il y a des limites parce qu'en fait c'est pas un phénomène linéaire. C'est-à-dire qu'on peut un recouvrement croissant ne donnera pas une résistance croissante du joint de colle. Au bout d'un moment, on atteint une asymptote, et donc voilà. Donc j'ai mis en dessous quelques équations où il a été essayé d'aller un peu plus loin dans le calcul analytique des joints de colle, et alors en tenant compte des effets de bord, en tenant compte d'une certaine torsion quand on est en cisaillement. Il y a aussi un moment de torsion qui apparaît. Donc tout ça, ça devient assez compliqué. Le calcul par élément fini, on peut calculer un joint de colle par élément fini comme une pièce. Après, dès qu'on veut rentrer dans les détails sur la partie adhésion au niveau de la surface de l'interface de collage, ça devient plus compliqué. Bon, après, il y a ça avance quand même pas mal la science là, sur la partie calcul par élément fini. Et puis, comme dans tout calcul de mécanicien, ben, on va retrouver des coefficients de sécurité. Donc là, il va falloir aussi en tenir compte. Donc voilà, j'ai fini moi pour cette partie-là. Donc je vais redonner la main à Gladys, et puis on se retrouve à la fin de la présentation. Merci Richard. Donc c'est bon, à toi Gladys si tu as la main. On t'entend pas Gladys, tu as ton micro qui est coupé.
Effectivement, j'avais mon Voilà. micro coupé. Bonjour à tous. Ouais, Du coup, je ne sais pas si vous voyez mon écran. ouais, c'est Oui, parfait. c'est bon? OK. Très bien. Eh bien, écoutez, pour ma part, je vais vous faire une petite présentation rapide de Technacol. Ensuite, on essaiera de répondre à la question comment choisir un adhésif. Pourquoi et comment connaître ses caractéristiques clés. On parlera un peu de durabilité et de suivi de production. Alors, ensuite, donc Technacol, nous sommes un CRIT, donc un centre de transfert de technologie. On est basé à Tarbes, dans l'école d'ingénieurs de Tarbes. On est 5 salariés et on existe maintenant depuis 1990. On a été créé pour travailler sur l'assemblage, en particulier le collage. Alors, nos compétences qu'on développe depuis toutes ces années. Donc, on travaille sur la durabilité, alors, tout ce qui est matériaux, etc., mais l'assemblage en particulier. On travaille également sur tout ce qui est fiabilité des procédés. On a commencé à aborder les problématiques de réparation. On a un sujet qui est de plus en plus demandé par les industriels, sur tout ce qui est matériaux des énergies renouvelables. Alors pour nous, qu'est-ce que ça implique? C'est plutôt tout ce qui est électronique de puissance, par exemple. Les matériaux biosourcés, avec de plus en plus de demandes sur la formulation de résines biosourcées, d'adhésifs biosourcés. Et enfin, la problématique du recyclage qu'on commence à traiter également chez Technacol. Alors, ces compétences, on les met au service des industriels pour répondre à leurs attentes à travers différentes actions. On fait de la formation, de l'expertise, des audits de process, même des essais. Et on fait de l'appui à l'innovation pour le développement de produits et de pièces. Alors, je vais commencer pour répondre à la question comment choisir un adhésif. Je dirais que dans un premier temps, il faut se poser la question c'est quoi un adhésif? Alors, la plupart du temps, il s'agit de matériaux polymères, qui peuvent être thermoplastiques ou thermodurcissables. Et il existe plusieurs classifications possibles pour classer ces familles de colle, je dirais. J'en ai choisi une pour cette présentation aujourd'hui, qui est une classification selon la mise en œuvre. Donc, vous avez peut-être entendu parler déjà d'AMOC, donc d'adhésifs à mise en œuvre physique et d'adhésifs à mise en œuvre chimique. Alors, les adhésifs à mise en œuvre physique sont des adhésifs qui durcissent à la suite d'une action physique. Donc là, il s'agit d'un changement d'état réversible où on part d'un liquide, suspension ou dispersion, et avec évaporation d'eau ou solvant, on obtient quelque chose de solide, oxy. C'est également le cas pour les adhésifs thermofusibles, ce qu'on appelle les collotes melt, où on part d'un solide, on va chauffer, cet adhésif va se retrouver à l'état liquide, c'est le moment où on vient l'appliquer sur la pièce et ensuite en refroidissant, il devient solide et notre adhésif a durci. Donc ça, c'est les actions pour les adhésifs à mise en œuvre physique. Ensuite, les adhésifs à mise en œuvre chimique. Donc là, il y a une action chimique qui se produit, c'est un changement d'état irréversible. Et donc, on part de réactifs liquides. Il y a une réaction chimique qui se fait, qui est initiée par un agent extérieur. Je vais vous le lister après. Et on obtient, après durcissement, un adhésif solide. Alors, en agent initiateur, on a basiquement le mélange de deux composants, c'est-à-dire qu'on a une résine, un durcisseur, on mélange les deux et ça peut durcir à température ambiante, par exemple. On peut avoir un apport d'énergie calorifique, donc un apport de température, qui va alors soit accélérer la réaction, soit libérer les agents initiateurs et permettre à la réaction d'avoir lieu. On peut avoir également un apport d'énergie lumineuse, c'est typiquement les collages à la lumière ultraviolet, par exemple, où on a l'action de la lumière qui vient libérer les photoinitiateurs et permettre à la réaction de se faire. Le contact avec des ions métalliques, certains types de colle, l'absence d'air pour les anaérobies, où on a aussi l'humidité de l'air qui peut influer sur les réactions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir un adhésif? Je dirais que quand on connaît les différentes familles, grandes familles de colle, on doit se poser des questions. Et comme vous l'a dit Richard tout à l'heure en parlant du cahier des charges, il faut vraiment
savoir ce dont on a besoin et quelles sont nos contraintes au niveau produit et process. Donc, pour sélectionner un adhésif, il faut d'abord qu'on sache quelles propriétés physiques de cet adhésif on va vouloir avoir son application. Donc, ça peut être la viscosité, est-ce qu'on veut quelque chose de thixotrope, la densité, etc. Et également ses caractéristiques d'utilisation. Donc là aussi, ça c'est les aspects process, la capacité à mouiller le substrat, les vitesses température de durcissement, est-ce qu'on a des contraintes au niveau process, les temps ouverts, le comportement à l'écoulement pour la dépose, les temps de durcissement avant manipulation par exemple, les durées et conditions de conservation, etc. Donc tous ces aspects liés au process sont des choses à intégrer pour pouvoir choisir et s'orienter déjà au niveau des familles d'adhésifs. Et ensuite, il faut également qu'on sache ce dont on a besoin une fois l'adhésif durci. Donc, les propriétés mécaniques, notamment des adhésifs réticulés. Hein. L'adhésif réticulé, c'est l'adhésif une fois durci. Donc, par exemple, les résistances mécaniques, alors cisaillement, pelage, traction, etc., flexion. Les aspects de souplesse. On a également besoin de connaître ce qu'on attend au niveau des caractéristiques physiques, donc tout ce qui est tenue en température, les dilatations. Est-ce qu'on a besoin de propriétés spécifiques, des caractéristiques optiques, électriques, etc. Est-ce qu'on a besoin d'un adhésif qui ait très peu de retrait ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on doit intégrer au départ. Au niveau des caractéristiques chimiques également, est-ce qu'on a besoin de tenues spécifiques à l'humidité, à certains produits chimiques, des huiles, des graisses, etc. Je pense au Skydroll par exemple. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on intègre aussi dès le départ et qui vont conditionner le choix des familles de colle qu'on va retenir. Au niveau de la durabilité, là aussi, on peut avoir des exigences, par exemple des résistances à certaines expositions environnementales particulières, des résistances à la fatigue, au fluage. Ça, c'est des choses qu'on va intégrer dès le départ. Alors, les caractéristiques de sécurité, j'appelle ça de sécurité, mais c'est tout ce qui concerne, par exemple, la flammabilité, les aspects feu fumé. Est-ce qu'on a des exigences spécifiques en matière d'hygiène et sécurité? Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect coût qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on va essayer de trouver un adhésif qui convienne pour notre produit. Alors, je ne vais pas vous lister toutes les familles de colle existantes. Je préfère vous présenter ça sous forme de graphique. Alors, dans ces graphiques, il n'y a pas de formulations spécifiques comme des ciments colle ou les phénomiques, etc. Je vais citer les principales familles de colle. Il faut savoir qu'il en existe aussi d'autres. Alors, ce qui est intéressant sur ce diagramme performance-comportement, vous avez la résistance au cisaillement en ordonnée et l'allongement en abscisse. C'est que on peut voir qu'en fonction de la famille de colle qu'on va retenir, on peut avoir des propriétés assez étendues. C'est-à-dire qu'on peut réaliser des assemblages des allongements importants avec des résistances mécaniques moyennes. Et à l'inverse, on peut avoir des assemblages des résistances mécaniques élevées avec bien sûr des formations moindres. Donc ici sur la droite, vous avez l'ensemble de tout ce qui est solution plus élastomérique avec toutes les familles des silicones, des polyuréthanes, des MS polymères qui permettent de réaliser des collages souples et avoir la fonction d'étanchéité la plupart du temps. Et à l'inverse, de l'autre côté, vous avez toutes les familles des époxys, bicomposants, monocomposants, où là, vous pouvez avoir des collages haute performance, on passe souvent de collage structural, avec des résistances mécaniques plus élevées. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur ces pentatoïdes, sur la famille des acryliques par exemple, ou la famille des époxys bicomposants, on peut voir que dans une même famille de colle, on peut trouver des produits avec des propriétés relativement étendues. C'est-à-dire que dans la famille des époxys bicomposants, on peut avoir des produits qui vont avoir des résistances mécaniques importantes avec des allongements moindres, mais on peut aussi avoir des résistances un peu plus faibles avec des allongements plus importants. On parle parfois d'époxy souple, alors c'est un peu antinomique, mais ça existe. J'ai repris ce graphique en vous indiquant les propriétés de mise en œuvre, c'est-à-dire que pour ces familles, on va aussi regarder tous les aspects de mise en œuvre et donc en fonction des possibilités que vous avez vous dans vos entreprises, il y a
peut-être certaines familles qui vous seront impossibles en utilisation parce que vous n'êtes pas équipé de moyens de réticulation à température, par exemple, qui est quelque chose d'obligatoire pour ce qui est des époxys monocomposants, par exemple. Ensuite, un dernier graphique où là, j'ai repris les tendances et les tenues en température pour différentes familles de cols, avec les performances à froid sur la gauche et les performances à chaud sur la droite. Alors, il faut savoir que il s'agit bien sûr de tendances. On voit que pour la majeure partie des familles de cols, on a des résistances à froid qui sont relativement correctes, avec des choses un peu meilleures pour les silicones. Et les performances à chaud, là, sur les familles de cols que vous avez, il s'agit d'adhésifs polymères, donc on reste sur les propriétés thermiques des polymères. Il faut savoir qu'en jouant un peu sur la formulation, on peut formuler spécifiquement pour faire évoluer ces propriétés de quelques dizaines, voire quelques dizaines de degrés. Mais on peut aussi trouver dans d'autres familles de cols, comme les Simacols par exemple, des produits qui ont des tenues en température qui peuvent aller au-delà des 1000 degrés. Donc c'est vraiment dans toutes les familles envisageables des adhésifs, des propriétés qu'on peut adapter en fonction de notre cahier des charges et de ce qu'on va rechercher. Alors maintenant, pourquoi et comment connaître les caractéristiques clés des adhésifs? Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est bien sûr de regarder les fiches techniques, puisque la plupart des produits vous sont fournis avec les fiches techniques. Alors, parfois, elles sont relativement succinctes. Parfois, il y a plus d'informations. Ça dépend vraiment du fournisseur et des produits. Mais dans tous les cas, vous avez souvent besoin de compléter les infos qui vous sont données dans les fiches techniques en ayant recours à de la caractérisation. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de compléter ces infos? Si vous souhaitez travailler sur la conception et avoir recours à des simulations numériques, vous allez avoir besoin de renseigner les données pour les calculs par élément fini, donc les données concernant les adhésifs. Souvent, les données matériaux, on les connaît, on les trouve dans la littérature. Ce qui concerne les adhésifs, beaucoup moins. Donc, pour définir tout ce qui est module d'élasticité, coefficient de Poisson, coefficient de dilatation s'il faut calcul thermoméca, etc. Donc, toutes ces données, on peut les déterminer, en avoir besoin. Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin également? C'est au niveau du développement produit. Vous avez des matériaux spécifiques, donc il faut que vous validiez l'adhérence des produits que vous envisagez sur vos matériaux spécifiques et donc évaluer cette adhérence. Et puis, vous avez aussi besoin de connaître les performances des solutions que vous envisagez par rapport à votre cahier des charges à vous et donc par rapport à vos exigences. Et enfin, une autre raison, c'est au niveau de la mise au point du process. C'est-à-dire que pour avoir un process optimisé, vous avez besoin de définir les paramètres optimaux au niveau de la mise en œuvre, donc tout ce qui est durcissement, polymérisation, où il faut optimiser les cycles, les temps à respecter au niveau process, combien de temps entre différentes étapes, combien de temps maxi est-ce qu'on peut respecter avant de pouvoir manipuler les pièces, etc. Donc toutes ces raisons peuvent vous conduire à avoir recours à des essais de caractérisation spécifiques. Et donc, comment est-ce qu'on fait? On est obligé de passer par des caractérisations en laboratoire. Donc, je vais pas vous lister toutes les caractérisations envisageables sur les adhésifs et sur les assemblages. Je vous ai listé quelques exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adhésif à l'état massique, alors quand je parle de l'état mastic, c'est un échantillon de colle seul, est différent du comportement de l'adhésif sous forme de joint lorsqu'il est dans l'assemblage. Donc, on a souvent recours aux deux types de caractérisation, c'est-à-dire qu'on va caractériser l'adhésif sous sa forme massique et on va aussi caractériser l'adhésif lorsqu'il est dans un assemblage. Alors, au niveau d'état massique, les essais que l'on est amené à conduire sont souvent des essais issus du domaine des polymères et des matières plastiques. On va retrouver par exemple des essais de traction pure. Donc là, vous pouvez voir un schéma d'une éprouvette altère, comme ce qu'on peut voir sur les plastiques, sauf qu'on va réaliser une éprouvette altère de colle
Et donc, on va caractériser cette éprouvette à terre de colle sur machine de traction classiquement. Et on peut donc déterminer ainsi les résistances mécaniques, la rupture. Si on est équipé d'extenso, on peut aussi avoir accès au module d'élasticité, au coefficient de Poisson, etc. On a également le même type de caractérisation en compression avec des éprouvettes parallapipédiques cette fois-ci. Qui peuvent parfois être un peu plus simples à réaliser. Alors, la limite de ces essais, c'est la possibilité de durcir l'adhésif en masse parce que c'est pas forcément possible pour toutes les familles de colle. Et c'est de savoir fabriquer ces éprouvettes puisque il faut obtenir des éprouvettes homogènes, c'est-à-dire sans bulle d'air, sans défaut, etc. Et sur des éprouvettes de ces dimensions, c'est parfois compliqué à mettre en œuvre. Donc, au niveau des essais à l'état massique, on peut être amené à utiliser d'autres types d'approches, comme les analyses mécaniques dynamiques qui s'effectuent sur des échantillons plus réduits. Alors, les adhésifs étant la plupart du temps des matériaux polymères, ils ont un comportement viscoélastique. Et donc, ce type d'analyse vise à déterminer ses propriétés en fonction de la température, du temps, de la fréquence, etc., en mesurant la déformation des matériaux. On a différents types de caractérisation. On peut, comme vous le voyez ici, faire des essais en flexion dynamique, donc toujours, des essais en traction. On a aussi sur les rhéomètres des essais possibles en torsion rectangulaire. Donc ces essais permettant de remonter au module d'élasticité, ces essais permettant de remonter au module de rigidité. En fonction du temps ou de la température. Ce qui est intéressant, c'est qu'on agit sur des éprouvettes de taille réduite. Donc là, on est sur du 4-5 cm de hauteur par 1 cm de large. Donc, c'est plus facile à réaliser. Et on obtient des courbes qui peuvent ressembler à celle-ci, où on a donc ici le module de rigidité, l'évolution du module de rigidité en fonction de la température, par exemple, où on voit le plateau vitreux, le plateau caoutchoutique, et ici le passage de la manifestation de la transition vitreuse, où on a donc chute des propriétés, ce qui est relativement classique pour un adhésif époxy, en l'occurrence, qui était celui qui a été testé ici. Enfin, un dernier essai que je vous présente, c'est les analyses thermomécaniques qui visent à déterminer les coefficients de dilatation. Où là, donc, on suit l'évolution de la hauteur d'un échantillon en fonction de la température. Et donc, les changements de pente des courbes qui sont obtenus nous permettent de déterminer les CTE. Et on a également accès à la transition vitreuse avec ce type d'essai. Donc, il y a tout un tas d'autres types d'analyses qui sont envisageables, mais je ne vais pas tous vous les lister. Ensuite, on est également amené à caractériser donc, les adhésifs sous forme de joints qui nous permettent à la fois de savoir si on va avoir une tenue mécanique acceptable par rapport à ce que l'on souhaite pour notre produit, mais qui va aussi nous permettre de voir comment se comporte le joint en faible épaisseur. Et selon les épaisseurs recommandées. Alors, l'essai le plus courant, je dirais, c'est la caractérisation en cisaillement, puisque les collages, les sollicitations privilégiées, on va essayer toujours de faire travailler nos assemblages en cisaillement lorsque c'est possible. C'est le type de sollicitation qu'on va privilégier. Donc, on va caractériser nos échantillons en cisaillement. Sur ce schéma, vous avez l'essai classique, le cisaillement en simple recouvrement, qui est un essai qu'on va retrouver assez couramment dans le domaine du collage, qui est assez rapide à mettre en œuvre et pas trop onéreux. Donc là, on colle nos éprouvettes avec une certaine longueur de recouvrement qui est normée et qui est définie justement par rapport à ce que Richard vous a indiqué dans sa présentation pour avoir la longueur optimale de recouvrement par rapport à la géométrie de notre assemblage. C'est pour ça que normativement, on est sur 12,5 de recouvrement. Et pourquoi 12,5? Parce que ça a été calculé pour être la longueur de recouvrement optimale. Et ensuite, donc ça, c'est un essai de cisaillement classique. Ce qu'on peut noter sur ce type d'essai, c'est qu'on n'est pas en cisaillement pur, puisque du fait des
que les deux échantillons soient désaxés. Quand on vient tirer sur notre éprouvette, même si on les décale, on a toujours des efforts de pelage qui s'adressent en bout de joint. Et donc, il y a d'autres types d'essais qui existent, qui sont les éprouvettes que je vous ai mis sur ce schéma ici, qui sont des essais de cisaillement qu'on va appeler purs, parce que notre échantillon, au niveau de la longueur de recouvrement, ne va pas subir justement ces effets de pelage en bout de joint. Et donc, ce type d'essai peut être utilisé aussi pour recueillir les données liées à la simulation numérique. Juste si tu peux un tout petit peu accélérer, Gladys, oui, aussi. Tout à fait. Il y a quelques questions, donc voilà. D'accord, pas de souci. Je vous ai indiqué ensuite des essais de pelage. Alors là, toute la plage égale et mobile, le pelage hanté, le pelage 180, etc. Voilà. Il y a d'autres types d'essais qui peuvent être mis en œuvre, mais je ne vais pas tous vous les citer ici. La question de la durabilité, qui est une question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que notre collage va être fiable dans le temps. Alors, la définition de la durabilité, c'est le maintien dans le temps de la fonction adhérence. Ce qu'il faut savoir, c'est que étudier la durabilité, ça ne revient pas systématiquement à estimer la durée de vie. C'est plutôt vérifier que l'assemblage assurera une fonction pérenne au cours de sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'il va conserver ses propriétés ou un abattement acceptable qu'on aura défini préalablement. Alors, qu'est-ce qui influe sur l'adhérence? C'est l'état de surface des substrats qu'on va coller et c'est le choix de l'adhésif et de sa mise en œuvre. Ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'un assemblage va vieillir? C'est les sollicitations en service, donc les contraintes mécaniques qui peuvent être statiques, fluage, cyclique, fatigue ou dynamique, les variations de température et l'environnement. Alors, c'est principalement l'humidité qui influe sur les collages. Donc, ces sollicitations, elles induisent un vieillissement et un endommagement qui peuvent être réversibles ou irréversibles. Tant qu'on reste sur des phénomènes réversibles, tout va bien. Quand on passe par contre sur des phénomènes irréversibles, c'est là qu'on va avoir diminution de la durée de vie et perte de la fonction adhérence. Quand on considère un système adhésif avec un adhérent substrat quelconque et un adhésif polymère, on considère qu'il est stable à température ambiante sans contrainte ni humidité. Alors stable, ça veut dire que les seuils d'endommagement qui peuvent provoquer la perte d'adhérence n'ont pas été atteints. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il soit exempt de dommages. En effet, lorsqu'on conçoit et qu'on met en œuvre un collage, on peut avoir des dommages à l'élaboration du joint qui sont liés à différents paramètres. Ça peut être lié à l'état de surface de l'adhérent, par exemple la présence d'oxyde métallique qui n'ont pas été retirés, des porosités, etc. Et ça peut aussi être lié à l'hygrothermomécanique de l'adhésif. Qu'est-ce que c'est l'hygrothermomécanique de l'adhésif? C'est par exemple la présence de bulles d'air qui sont liées au mélange ou alors des produits de réaction. Ça peut être des microfissurations interfaciales qui peuvent être liées aux différences de coefficient de dilatation entre adhésif et substrat. Ça peut être de la présence d'humidité qui a été présente sur l'adhésif et donc on a une diminution des groupes réactifs et donc on va avoir une polymérisation qui ne sera pas complète. Ça peut être lié à des conditions de polymérisation, etc. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour traiter ces problématiques de durabilité? On va essayer de mettre en évidence ces phénomènes par des essais mécaniques destructifs. Alors, les essais de cisaillement dont je viens de vous parler, où on va suivre la diminution de la résistance mécanique en fonction du temps. Et puis, un autre type d'essai, c'est les essais de clivage, que je ne vous ai pas présenté, qui eux sont des essais qui sollicitent principalement l'interface et qui eux vont nous permettre de suivre la perte d'adhérence qui va, elle, déterminer la durée de vie. Alors, pour étudier la durabilité, on peut avoir recours à des études prédictives sur la durée de vie des assemblages collés avec différentes approches. On a une approche thermodynamique où on va définir un critère de stabilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a l'approche expérimentale. On pourra en parler si vous voulez ultérieurement. L'approche expérimentale qui est la plus courante où on va associer des essais mécaniques avec des essais accélérés en laboratoire et définir des lois empiriques ou semi-empiriques. Alors souvent, cette approche est une approche qui peut le plus, peut le moins. Et enfin, on a des approches numériques et fiabilistes qui sont celles qui se développent actuellement, où là, on utilise les outils mathématiques avec des analyses numériques, des probabilités, des statistiques, etc. Enfin, j'aborde du coup le suivi de production.
Comme vous l'a dit Richard tout à l'heure, le collage, c'est un procédé spécial. Donc, on a besoin de mettre sous verrou tous les paramètres clés de ce procédé pour pouvoir les maîtriser. Alors, lorsqu'on réalise et qu'on définit un assemblage, on a toutes ces phases de préparation dont on a parlé, la conception, la mise au point et la qualification du procédé pour aboutir à la définition de la gamme de collage. Tout ça, c'est les phases prospectives et où on met en place une démarche qualité prévisionnelle. Et ensuite, on passe à la mise en application, c'est-à-dire à la prod elle-même, où là, on va avoir l'opération de collage et où on va avoir si ce qu'on obtient correspond bien à ce qu'on a souhaité. Et donc là, il y a tout l'aspect formation et maîtrise des bases du métier qui rentre en jeu avec la formation et l'implication des opérateurs. Ce qui est important pour mettre en place un suivi de production, c'est bien sûr d'identifier les paramètres clés du process et de mettre en place des contrôles à toutes les étapes pour les maîtriser. Alors, toutes les étapes, je vous les cite un suivant. Donc, il y a les phases d'approvisionnement où là, généralement, on a recours à des accords au niveau des achats avec les différents fournisseurs. On va imposer des specs. Ça peut être des viscosités, des durées de vie, etc. pour les produits. Donc, tout ceci, ça se passe contractuellement, généralement, et vous avez donc des certificats de conformité et des choses de ce type à suivre. Il faut savoir que, par contre, si vous avez un doute, là, il faut passer à des analyses pour vérifier vos produits à réception. Au niveau des process, là, donc, l'idée, c'est de mettre en place des fiches de suivi. Qu'est-ce qu'on met dans ces fiches de suivi? Eh bien, il faut identifier toutes les informations utiles qui se rapportent aux facteurs qui vont influencer alors, le déroulement du processus physique et chimique d'adhésion pour aboutir à un adhésif qui soit cohésif dans sa masse. Donc, ça peut être des suivis de température, d'hygrométrie, des temps à noter, etc. Tout ce qui est numéro de l'eau pour pouvoir retrouver ensuite les produits en cas de litige. Et enfin, on va aussi pouvoir suivre les résultats. Alors, les résultats, comment? Par des opérations de contrôle comparatif sur éprouvettes suiveuses la plupart du temps. Donc, au niveau de la prod, on va prévoir des phases avec des échantillons de test qu'on va garder et qu'on va pouvoir caractériser pour partie. Et ça arrive parfois aussi d'avoir des échantillotèques où on garde les échantillons pour avoir des choses à réanalyser en cas de litige ou de retour SAE. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur cette partie. Je dirais que pour conclure alors sur cette présentation assez rapide, durer plus longtemps, c'est que en ce qui nous concerne, on a les industriels qui viennent nous voir souvent parce qu'ils ont des craintes par rapport au collage. Ils ont généralement souvent essayé en interne et pas forcément obtenu les résultats escomptés. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est comme l'a dit Emmanuel en intro, c'est qu'on colle depuis la nuit des temps presque et que désormais le collage est vraiment considéré comme une science et que pour le mettre en œuvre, il faut avoir recours à des compétences spécifiques et que je dirais que à partir du moment où on a étudié la conception et qu'on maîtrise les process, on peut avoir finalement un collage qui soit fiable et durable et quelque chose qui réponde à notre cahier des charges. Voilà, et je repasse la main du coup à Emmanuel. Oui, ou Richard. Oui, Richard, tu avais un petit mot de fin. Oui, Il reste 5 minutes et il y a pas mal de questions. Oui, je vais être très rapide. Donc, j'espère que la présentation vous a plu, qu'on a pu vous montrer en fait toute l'étendue de ce que peut apporter le collage. Bon, c'est quelque chose d'assez complexe à appréhender, mais finalement que c'est aussi très performant. Donc, j'espère que ça vous aura inspiré et que si vous avez des projets en tête ou dans le futur, voilà, que vous saurez penser au collage. À Click, c'est à Technacol aussi peut-être, mais déjà au collage, c'est qu'on aura fait notre travail ce matin, quoi.
Exactement. Alors, il nous reste cinq petites minutes. J'ai pas mal de questions. Il faudra essayer d'être assez court sur les réponses et puis on pourra faire dans tous les cas les mises en relation avec Gladys et Richard si vous en avez besoin. La première question, c'est qu'en est-il d'écoles silicone par rapport à la réglementation REACH? Est-ce que des consortia se forment? Sans être trop... Alors, ça va être moi, un... Vas-y. ce que je peux dire, alors moi, je suis pas, j'ai pas connaissance de consortia qui se forment, mais c'est possible. Maintenant, au niveau de la réglementation REACH, je dirais que il y a effectivement certains produits qui peuvent être impactés, mais ça, donc les fournisseurs l'ont intégré. Alors pour l'instant, on n'a pas encore forcément de solution de substitution. Mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, je dirais. Et pour l'instant, on utilise encore les produits qu'on connaît. Oui, une réponse qu'on ferait chez Click, c'est nous, on formule pas l'école, donc on est client des fournisseurs d'école qui sont des gros de l'industrie chimie, donc c'est à eux de trouver effectivement les parades à ça. Après, quand on considère un système collé, la quantité de colle par rapport à tout l'assemblage, souvent en termes de reach, c'est ça qui permet de dire bon, on peut s'affranchir de certaines de cette problématique pour la plupart des collages où la quantité de colle est minime. Ok, une question pour Gladys par rapport à un slide que tu as passé. Les anaérobies, est-ce que ce sont les époxy mono? Non. 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 Ok. Non, l'école anaérobie, c'était dans la famille des acryliques. Acrylique, ok. Alors, question pour Richard. Comment différenciez-vous les limites à rupture en cisaillement et en traction pure? Par exemple, dans le cas du manchon collé, peut-on utiliser un coefficient liant la résistance de la colle obtenue en traction? Ah mince, attends, je pose la question. En traction pour laisser en cisaillement. Alors, c'est une approche simplifiée que j'ai montrée. Donc, bon, c'est vraiment le taux égal à sur S. Après, Gladys a bien montré tout ce qui était coefficient de Poisson et tout ça. Enfin, quand on commence à passer d'un système il y a Frédéric qui va nous rejoindre. Peut-être qu'il veut, Au moins pour les qu'il veut quotients. Hein. répondre. Voilà. Vas-y. Tu as entendu la question, Frédéric? Et après, bon, ces coefficients de sécurité, ça va dépendre un petit peu. On n'entend plus. Il y a eu un bug là. Mais je pense qu'il y a un bug chez Clix parce que Richard, on n'entend plus non plus. Ouais. Peut-être que tu peux répondre, on va attendre de voir. À la suivante, on n'a pas abordé les traitements de surface. Quels traitements sont possibles en fonction des substrats? De quelle manière caractériser un traitement de surface? Est-ce que tu sais? Alors voilà, je peux répondre. Donc, Richard a un peu abordé la préparation de surface en parlant de traitement Corona, traitement plasma, etc. Donc après, traitement de surface avant collage, je dirais que ça dépend du matériau que l'on souhaite coller. Pour tout ce qui est matériaux métalliques, on va avoir les aspects rugosité, puisqu'il faut optimiser l'état de surface avant collage. Donc, on optimise la rugosité. On va essayer de retirer tout ce qui est oxyde métallique, puisqu'il y a une faible adhérence des oxydes en général sur les surfaces, donc on essaie de les retirer. Donc par des traitements de surface. Ce qui marche le mieux en collage, c'est les oxydations phosphoriques. C'est pas quelque chose qu'on retrouve couramment chez les sous-traitants, mais c'est ce qui marche le mieux avant collage. Ensuite, sur les matériaux polymères, je dirais qu'on va retrouver toute la famille des traitements physiques, donc Corona, plasma, flammage, etc., qui marchent très bien avant collage. Et comment est-ce qu'on caractérise ces préparations de surface? Il y a différentes manières. Donc, soit on fait du suivi de rugosité avec des profils, un profilomètre optique par exemple, où là on peut avoir la vue 3D de notre surface. Après, on a les essais de moulabilité. On n'a pas parlé non plus des théories de l'adhésion, mais
Donc, on a donc la mouillabilité qui est un paramètre nécessaire pour le collage, pas suffisant mais nécessaire. Nous, là, on va mesurer la capacité d'un adhésif à s'étaler sur la surface. Et donc, pour les surfaces préparées avant collage, généralement, l'idée, c'est d'améliorer la mouillabilité pour avoir l'adhésif qui s'étale le mieux possible. Donc ça, c'est un type d'essai qui est envisageable aussi pour caractériser les préparations de surface. Ensuite, on peut aussi avoir recours à des essais mécaniques comme les essais d'arrachement, par exemple, avec les pull-off tests qui peuvent nous permettre de caractériser les préparations de surface avant collage. Voilà. Ok. J'ai plein de questions. Je suis pas sûr qu'on réussisse à les aborder toutes. Dans tous les cas, les questions elles vous seront envoyées à Gladys et Richard et ils vous feront une réponse. Ils vous feront une réponse par écrit. J'en reprends quand même vite fait une ou deux. Avez-vous l'expérience d'une application de colle sur un ensemble mobile? Par exemple, les deux arbres en rotation assemblés par fretage, la colle servant à renforcer la liaison. Est-ce que c'est des essais que vous faites? Alors moi, ça me parle pas, parce que je suis pas mécanicienne au départ, donc il faudrait Bon, voir plutôt avec un de mes collègues. Mais sinon, je pense que Richard, bon, si tu arrives à se reconnecter, ouais, sinon je pense que en ayant un schéma ou quelque chose comme ça me parlera plus. Mais là, c'est vrai que je peux pas répondre. collage de deux surfaces planes. Existe-t-il pour une colle donnée une épaisseur mini de colle pour garantir la tenue? Sous-entendu, une épaisseur Oui. supérieure n'apporte plus rien, voire diminue la tenue Oui, méca. tout à fait. Tout à fait. Alors, pour chaque famille de colle, on a des épaisseurs optimum de mise en œuvre. Donc c'est vrai que en fonction de ce qu'on veut faire, on peut aussi choisir le produit en fonction de son épaisseur optimale d'application. Donc, c'est vrai que pour un époxy, l'épaisseur optimale va pas être la même que pour une anaérobie ou une acrylique anaérobie ou une colle UV ou autre. Mais globalement, on peut trouver dans la même famille, dans une même famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi trouver des propriétés différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des colles époxy qui soient formulées pour avoir des épaisseurs optimales à 200 microns. Et on peut aussi avoir des époxys qui fonctionnent très bien avec des épaisseurs allant jusqu'à 0,5 mm. Alors là, c'était une remarque plutôt qu'une question. Les fiches techniques des fabricants ne donnent jamais les propriétés en traction d'une colle, module, poisson. Or, ces données sont requises pour mener un calcul par élément fini. La caractérisation en traction d'une colle est généralement difficile car il faut mouler des éprouvettes de colle pure. Et c'est loin d'être gagné pour les obtenir sans défaut. Bulle, porosité, cela demande une réelle expérience. Voilà, bon. Quand les colles qui doivent être stockées au froid sont utilisées en atelier à température ambiante et ne retournent pas au froid après chaque utilisation, comment peut-on alors gérer la durée de vie de la colle? Doit-on diminuer la date de péremption? Alors, ça, c'est quelque chose qui s'étudie. Alors, j'ai pas de réponse à vous donner, ça dépend du produit, etc. Par contre, c'est des choses qui peuvent être déterminées, qualifiées en labo. C'est-à-dire que on nous a déjà questionné et c'est déjà arrivé qu'on nous demande de savoir si on peut faire évoluer la durée de vie d'un produit. Donc ça, c'est des choses qu'on peut regarder. On a déjà eu des entreprises qui nous consultent avec des produits périmés, par exemple, et pour savoir si bien que la date soit dépassée, est-ce qu'on peut toujours l'utiliser? Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut étudier. Et donc dans le cas des produits déconditionnés en température et qui restent à température ambiante, ça, on peut regarder si effectivement ça a une influence sur la durée de vie ou pas. Et du coup, on peut le qualifier et permettre à la prod de pouvoir valider le fait qu'elle utilise pendant un certain temps à température ambiante, sans qu'il y ait de modification de la durée de vie ou en déterminant quelle est la diminution de la durée de vie indiquée. Ok. Une des contraintes de mise en œuvre est le temps de prise de la colle, maintien en pression et donc occupation des outillages. Il y a souvent possibilité d'accélérer via la montée en température, mais c'est pas forcément pratique. De plus, il n'y a pas forcément d'abac car chaque mise en œuvre est différente, épaisseur, longueur. Bon, c'était peut-être plus une remarque qu'une question. Est-il possible d'accélérer la polymérisation des colles silicone?
Alors, je dirais que ça dépend, ça dépend de quel type de colle silicone on parle. Il y a Pas deux précisé. Mais peut-être que possibilités. voilà, à ce moment-là, si, il pourra Il y a les prendre. silicones monocomposants et il y a les silicones bicomposants. Donc, les silicones monocomposants qui durcissent avec l'humidité ambiante. Donc là, pour accélérer la prise des silicones, plus on va avoir d'humidité, plus on va avoir une réticulation qui va être rapide. Donc, on peut charger l'atmosphère en humidité. Alors, on a déjà vu, c'est pas, c'est pas donné dans les fiches techniques, etc. Mais on a déjà vu des entreprises et ça fonctionnait et on l'a validé. Accélérer la réticulation la polymérisation des silicones monocomposants avec la température. Voilà, donc ça peut se faire et il y en a certains qui le font. Et ensuite, sur les silicones bicomposants, là, oui, on peut accélérer le durcissement avec la température. Frédéric, si tu veux compléter. Le micro, il est fermé. Il faut ouvrir le Oui. micro. C'est complet. On peut accélérer quel que soit le type de silicone, la polymérisation par la température. Voilà. Ok. Juste au cas où tu saches répondre, Frédéric, il y avait une question. Est-ce qu'on a l'expérience d'une application de colle sur des ensembles mobiles? Par exemple, deux arbres en rotation assemblés par frettage et la colle servant à renforcer la liaison. Je sais pas moi, tous les roulements à billes. Ah, on n'entend plus. Ils ont problème de liaison. C'est nouveau, ouais. Pas de problème de colle, mais des problèmes de liaison. Bon, c'est pas grave. On a Sur un large. système de manivelle, on a un collage quoi, qui remplit la fonction même de liaison, quoi. Pas que de renfort. Mais bon, j'ai du mal à comprendre la question. S'il veut nous envoyer un petit schéma. Voilà, voilà, c'est ce qu'on va tous vous proposer. Voilà, pour conclure, on a dépassé de 10 minutes, alors je vais pas abuser de votre temps à tous. Je pense que c'était super intéressant et qu'effectivement il peut y avoir encore plein de questions. On vous mettra en relation avec Richard, Frédéric et Gladys si vous le souhaitez. Vous retrouverez les présentations donc sur Connect, la plateforme Connect d'Aerospace Valley et le replay du webinaire sur YouTube. Je remercierai Richard et Frédéric après. Gladys, je te le fais en live. Merci pour la présentation. Je vous souhaite une Je suis au bonne journée à téléphone, tous. moi. J'ai pu vous Ah, rejoindre au t'es au téléphone. téléphone, Effectivement, Richard, des problèmes d'accord. de réseau. Ouais, on a un problème de réseau. Ça va être coupé, effectivement. Voilà. Donc, on va être obligé de conclure et je vous souhaite donc tous, merci Richard, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Parfait. Bonne Merci à journée toi, à Emmanuel. tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.